domaine très global, très One Health de l'antibiorésistance. Et j'espère que ça va peut-être solliciter un certain nombre de questions. Et en tout cas, je l'espère. Vous me dites si vous voyez bien mon diaporama. Oui, très bien. Très bien. Oui? Bon, très bien. Alors, je vais commencer. Parfait. Donc, on va peut-être tout de suite aborder, puisque j'ai voulu mettre dans le titre cette notion de One Health. Ça ne se traduit pas très bien en français, hein. On dit une seule santé, mais bon. Globalement, qu'est-ce que ça représente pour vous, le One Health, ou qu'est-ce que ça doit représenter? Eh bien, c'est cette notion très, très claire aujourd'hui que notre santé humaine est en lien avec la santé des animaux et avec la santé de l'environnement de façon plus globale. Et vous allez voir que la résistance aux antibiotiques, c'est vraiment alors l'archétype de ce que ça peut être qu'un sujet One Health. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais aussi faire parler Sir Alexander Fleming, qui est donc l'inventeur des antibiotiques. Ça fait peut-être à peu près 80 ans maintenant, il a eu le prix Nobel en 1945 pour ça. Et il avait dit, car c'était quelqu'un qui avait une vision, un visionnaire, la personne insensée qui joue avec un traitement par pénicilline est moralement responsable de la mort de l'homme qui succombera d'une infection secondaire à un organisme résistant à la pénicilline. Alors la phrase est un peu longue, mais on voit bien qu'il avait absolument compris que si on utilisait trop ces nouveaux médicaments, on aurait des soucis. Et vous allez voir qu'on a beaucoup joué. Alors, ce que je vais vous proposer comme plan pour mon intervention, c'est d'abord de poser un petit peu le contexte et finalement, quelle est la façon de communiquer entre les hommes et les bactéries. Il faut qu'on sache que nous vivons une symbiose avec nos bactéries. Il faut toujours les considérer avec énormément de bienveillance. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que c'est que la résistance aux antibiotiques avec les mécanismes et quelles sont les principales bactéries concernées aujourd'hui? Quelles conséquences est-ce qu'on peut penser que ça peut avoir sur l'espèce humaine? La deuxième partie, ce sera les causes. On verra qu'il y a des causes humaines, des causes vétérinaires, et puis justement ce fameux environnement, qu'est-ce qu'il en est? Et puis on terminera par les solutions, réflexions, perspectives qu'on pourra aborder à une échelle internationale, à l'échelle aussi du médecin et du citoyen plus local. Et puis, est-ce qu'il y a des pistes pour nous sortir de ce problème de la résistance bactérienne et quel va être notre avenir? Et puis, je terminerai par une diapositive un peu polémique. J'espère qu'elle suscitera des conversations et des questions pour savoir si vraiment les antibiotiques nous ont véritablement amené un bénéfice. Donc, vous verrez que c'est quand même un peu polémique, bien sûr, mais c'est pour discuter. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec le contexte. Et je voudrais tout d'abord qu'on ait un peu d'humilité, parce que si vous regardez cette diapositive et que vous regardez finalement quelle est la biomasse totale au niveau de la planète, ben vous voyez que les plantes en représentent beaucoup, les bactéries une belle part aussi. Et puis nous, finalement, nous faisons partie des animaux, nous ne représentons pas grand-chose en termes de biomasse, très très peu de choses. Et puis si on regarde maintenant la biomasse animale, eh bien on se rend compte qu'elle est partagée par des tas de choses qu'on ne connaît pas bien, les arthropodes, les cornets, et tout ce que vous voulez. Et puis finalement, l'homme, l'humain, eh ben, c'est ce petit triangle rose, on ne représente pas grand-chose, moins que le bétail, et bien un petit peu plus que les animaux sauvages, parce que vous savez qu'il n'y en a plus, mais finalement, restons humbles. Aujourd'hui, les bactéries, elles sont numériquement bien plus importantes que nous. J'aime bien cette phrase de Rimbaud que j'ai prise pour parler des bactéries, mais je est un autre. Finalement, nous humains, qu'est-ce qui pilote l'avion, entre guillemets, que nous sommes? C'est-à-dire, on sait aujourd'hui de plus en plus que ce sont peut-être nos bactéries qui nous font réfléchir et qui pilotent nos humeurs. Donc, c'est simplement pour brosser un petit peu le tableau. Elles sont très importantes chez nous, plus importantes que nos cellules, en termes de génétique infiniment plus importante. On en a découvert bien sûr dans le tube digestif, mais de plus en plus partout, la peau, les poumons, la vessie, le vagin, donc le microbiote est partout. Et si vous regardez un petit peu sur le plan des chiffres ce qu'il en est, les bactéries représentent 5-10 puissance 31 numériquement, nous à peu près 7 milliards d'individus. En termes de poids, donc, elles sont à 5-10 puissance 16, nous 5-10 puissance 8. En temps de génération, 30 minutes et nous, 30 ans. Donc, vous voyez qu'il vaut mieux les considérer comme des partenaires que des ennemis.
Et finalement, comment est-ce que se crée la résistance aux antibiotiques? Est-ce que dans la nature, il existe des bactéries naturellement résistantes? Ben oui, il y en a plein, parce qu'en fait, il faut considérer qu'elles étaient là il y a des milliards d'années, sans doute, en tout cas des millions d'années, bien avant nous, et que comme les antibiotiques sont souvent issus de substances naturelles, de champignons, etc., eh ben, elles ont appris à se défendre contre tout ça, et bien évidemment qu'il existe dans la nature des tas de bactéries résistantes déjà un petit peu à tout. Et donc, globalement, on peut définir que pour un individu ou une maladie donnée, eh bien, il va y avoir des bactéries qui ont une résistance naturelle, et puis il y a des bactéries, bien sûr, qui nous concernent, qui donnent des pathologies, qui peuvent être sensibles. Mais voilà ce qui se passe quand on les expose à des antibiotiques, un peu dans l'environnement ou après un traitement antibiotique. Eh bien, on va guérir, bien sûr, hein, grâce à la destruction d'un certain nombre de nos bactéries pathogènes, mais va sûrement rester un exemplaire, un individu un peu différent, un peu plus résistant, et qui va finir par se multiplier et va représenter notre flore principale au bout d'un certain temps. C'est ce qu'on appelle la résistance acquise, et vous aurez donc compris tout de suite qu'elle est due à une pression de sélection, c'est-à-dire plus il y a d'antibiotiques dans notre environnement ou dans nos traitements, et plus on risque d'acquérir une résistance. Au sein de la bactérie, cette résistance bactérienne, elle va être sur des matériels génétiques différents, soit le chromosome, et c'est alors une résistance qui va se passer de mère à fille, soit sur des petits éléments génétiques mobiles qu'on appelle des plasmides, et alors la résistance va être beaucoup plus dangereuse parce que non seulement elle va se passer de mère à fille, mais aussi entre espèces, ce qui fait qu'elle va souvent acquérir un caractère qu'on va appeler épidémique. Donc voilà un petit peu comment se passe cette acquisition de résistance. Alors si on regarde maintenant la commercialisation des antibiotiques, des premiers antibiotiques, et l'apparition des résistances. Eh bien, regardez cette cinétique qui est vraiment très intéressante. Vous voyez en 42, première utilisation commerciale de la pénicilline. En 49, on décrit la première infection avec un germe résistant à cette pénicilline. En 62 apparaît l'ampicilline, un spectre un peu plus large. On est satisfait. Malheureusement, dès 66 apparaît la description de bactéries résistantes à cette pénicilline plus large. En 79, les céphalosporines commencent à faire leur apparition de troisième génération. Quelques années plus tard, on décrit déjà la résistance, et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la résistance, finalement, c'est un processus naturel d'adaptation perpétuelle des bactéries et qu'elles ont toujours une riposte à nous opposer. Alors en France, il faut savoir qu'on a été sans doute parmi les pays européens celui qui a pris le plus à bras le corps le problème de la résistance. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'on était un pays extrêmement consommateur d'antibiotiques et qu'on s'est rendu compte à la fin des années 90-2000 qu'on avait un gros souci avec les pneumocoques en ville. C'était des bactéries donc, qui touchent essentiellement les enfants ou les sujets âgés, qui donnent des infections respiratoires, des méningites, des otites. Et finalement, nos pneumocoques devenaient résistants à la pénicilline. Et c'est là qu'il y a eu une concertation entre beaucoup de spécialistes pour travailler sur cette résistance et créer ce slogan qui est resté dans la mémoire collective, les antibiotiques, c'est pas automatique, qui a eu vraiment un impact très important puisque ça a occasionné une baisse de 15% de la consommation des antibiotiques, notamment en ville, et une baisse de la résistance. Donc, une vraie success story très intéressante, mais malheureusement qui n'a pas véritablement perduré, puisque peut-être à cause de slogans un peu moins pertinents, on assiste depuis les années 2010 à une nouvelle augmentation de la consommation. Et sachez qu'en France, on reste un pays très consommateur d'antibiotiques. Je vais vous le montrer sur un autre histogramme, et que c'est un vrai problème de santé publique en France. La problématique n'est pas que française, puisque si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau de la planète, le chiffre que je vous donne est assez hallucinant. Entre 2000 et 2015, c'est-à-dire 15 ans d'évolution, il y a plus 65% d'antibiotiques consommés. Alors je dis bien consommés
parce qu'on est vraiment sur une consommation de produits de soins. Donc, vous allez voir qu'elle est totalement dévoyée de sa finalité initiale. Mais c'est quelque chose de très inquiétant puisque l'antibiorésistance, de ce fait, progresse à toute allure. Alors, on va voir maintenant qu'on a un petit peu posé les bases de ça, peut-être 2-3 catégories de microbes qui restent dans, on va dire, l'inconscient collectif, ceux qui sont les plus à même d'être dangereux avec la résistance. Alors, je commence par le staphylocoque doré parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui croient toujours que le staphylocoque doré, c'est la bactérie la plus problématique. Ce n'est pas le cas, mais il faut quand même lui donner un petit peu sa place. Et reconnaître que dans les années 2000, c'est vrai que vous voyez sur cette carte de l'Europe, on était inquiet avec ce qu'on appelait les staphylocoques dorés résistants à la méticilline ou SARM. Et en France, en Italie, en Grèce, bon, il y en avait quand même pas mal, notamment dans les hémocultures de nos patients. Mais vous voyez qu'en 2017, bonne nouvelle, parce que de temps en temps, il y a quand même des bonnes nouvelles, eh bien en France, on a réussi à beaucoup diminuer cette part de résistance du staphylocoque. Et aujourd'hui, dans nos hémocultures, on n'a plus que 8, peut-être 10% en fonction des endroits de staphylocoque métillaire. Ça descend toujours. Alors on pense que cette belle amélioration est due essentiellement à notre amélioration de l'hygiène des mains. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas tout à fait suffisant pour expliquer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, l'épidémiologie est totalement différente, avec, comme vous le voyez sur les différents États américains, des endroits notamment où il peut y avoir des résistances qui sont quasiment en ville, de presque 100% de staphylocoques communautaires résistants à la méticilline et une moyenne qui est à 46%. Donc cette différence entre l'Europe et les États-Unis, entre la France et les États-Unis, je vous laisse la mettre dans un petit coin de votre tête pour que après peut-être vous puissiez trouver des raisons pour lesquelles cette résistance est aussi importante. En tout cas, clairement, aux États-Unis, c'est un véritable problème de santé publique. Maintenant, si on parle de ce qui pose aujourd'hui le plus de problèmes, eh bien, ce sont ce qu'on appelle les entérobactéries. C'est quoi les entérobactéries, notamment les Escherichia coli? Eh bien, c'est toutes ces bactéries de notre flore digestive, hein, celles qui sont responsables des infections urinaires, des infections digestives, et parfois des bactéries. Alors là aussi, je vous montre une carte européenne, une carte de l'European Center for Disease Control, qui est très intéressante puisqu'on peut constater une augmentation extrêmement rapide de la résistance à ces entérobactéries vis-à-vis des céphalosporines en quelques années. C'est assez incroyable, en fait, ça ne s'est jamais vu nulle part, de constater qu'en 10 ans, 2003-2013, on est passé de 1% de résistance à une molécule antibiotique, comme les céphalosporines, à plus de 10% de résistance. Et ça, c'est un phénomène qui est véritablement, je vous dis, assez inhabituel. En 2017, pour l'Europe et en tout cas pour la France, ça reste stable, mais malheureusement, il y a des tas de pays où on va voir que ça continue à progresser. En effet, quand on regarde ce qui se passe au niveau du monde par rapport à ces Escherichia coli, dont le mécanisme de résistance a un nom un peu barbare, j'en suis désolée pour ceux qui ne connaissent pas trop la bactériologie, c'est BLSE pour bêta-lactamase à spectre étendu, donc je ne le dirai pas très souvent, mais retenez que c'est la résistance principale aux céphalosporines de troisième génération. Eh bien, en fait, on s'aperçoit que cette résistance, elle a disséminé en 30 ans de façon très importante, notamment dans ces pays que vous voyez ici identifiés en rouge, que sont l'Inde et la Chine, où il y a jusqu'à plus de 50% de l'ensemble des entérobactéries qui sont résistantes aux céphalosporines de troisième génération. Donc, c'est des chiffres assez énormes sur lesquels on va revenir sur les explications après. Alors, est-ce que malheureusement, c'est le niveau le plus important de résistance? Eh bien, la réponse est non. Il y a encore un niveau encore supérieur quand cette fois-ci, les bactéries ne sont plus sensibles quasiment à aucun antibiotique. Et on appelle ça des entérobactéries productrices de carbapénémase. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans le corps médical, les carbapénèmes, c'est notre dernier rempart en termes d'antibiotiques. C'est vraiment la dernière ligne, celle qui est la plus large, la plus puissante. Et c'est celle vis-à-vis desquelles, justement, on a de nouveau, enfin, on a maintenant des bactéries qui résistent.
Alors, il y en a en France, qu'on appelle je ne vais pas insister là-dessus, mais enfin, disons que ce sont des bactéries qui sont relativement encore sensibles à quelques antibiotiques, mais il y en a surtout dans ces pays comme l'Inde, les New Delhi métallo-bêta-lactamases, qui sont des bactéries qui sont véritablement résistantes à tous les antibiotiques. Et puis, vous voyez qu'il y a aux États-Unis et aussi en Russie des endroits où il y a ce qu'on appelle des KPC, des Klebsiella productrices de carbapénémase très très résistantes aux antibiotiques. Quand on regarde un antibiogramme, vous voyez, on est un peu désespéré en tant que clinicien, on voit des R partout, et donc on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour traiter notre patient? Alors, cette problématique, elle est effectivement inquiétante parce que certains modèles mathématiques nous disent qu'il y a des perspectives de mortalité sévères. Et notamment, il y a un scientifique qui s'appelle Jim O'Neill qui publie depuis des années, et notamment qui fait partie en fait d'une grande campagne contre l'antibiorésistance, et qui nous dit, moi je vous prédis que dans quelques années, en 2050, il y aura 10 millions de décès par an de la résistance bactérienne, c'est-à-dire simplement de l'impasse thérapeutique. On sait qu'il y a beaucoup plus de gens qui décèdent d'infection, mais là, de l'impasse thérapeutique. Et effectivement, dans le Lancet, là, tout récemment, en janvier, il y a une publication qui montre qu'aujourd'hui, il y a 1 200 000 décès attribuables à ces impasses, alors qu'il y a 3-4 ans, c'était évalué à 700 000 décès. Donc ça progresse. Il y a en France, vous le savez, quelqu'un qui n'est jamais d'accord avec ce que disent la majorité des gens. Et M. Didier Raoult, lui, pense qu'il n'y a pas de problème de résistance. Alors, maintenant, il se trouve que comme je suis responsable du Centre régional de conseil en antibiothérapie PACA, je sais un peu ce qui se passe en termes d'épidémiologie à Marseille et je peux vous dire qu'il y a également de la résistance à Marseille. Bon, la vérité, elle est quand même sans doute à interpréter un petit peu en fonction des pays. Bien sûr que nous, pays riches, avec une bonne médecine et une bonne hygiène, on va clairement avoir beaucoup moins à souffrir que l'Afrique ou que l'Asie. C'est toujours les mêmes qui traquent. Alors maintenant qu'on a posé un petit peu ce contexte, et qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire notre rapport aux bactéries, quelles sont les souches bactériennes qui posent un problème, est-ce que ça va avoir des conséquences sur notre santé? Eh bien, je vous propose d'aller vraiment au cœur du processus, c'est-à-dire quelle est la cause de la résistance bactérienne aux antibiotiques. Et donc, il y a 3 grands volets qu'on va voir successivement, la surconsommation humaine, la désutilisation animale et puis les problèmes environnementaux. Alors, la surconsommation humaine, cette diapositive est un peu chargée, mais je voulais quand même vous faire un peu le panorama global pour que vous en voyez toutes les composantes. Elle est effective et toutes les études, même les plus récentes qui sont faites actuellement en France, continuent à mettre en évidence qu'on prescrit 30% d'antibiotiques totalement inutiles. C'était un virus, c'était une colonisation. Et on prescrit 30% d'antibiothérapie inappropriée, c'est-à-dire c'était pas la bonne molécule, pas la bonne dose, pas la bonne durée. Donc vous voyez qu'il y a encore une marge de manœuvre qui est énorme. Alors c'est vrai que la plupart des antibiothérapies sont prescrites en ville. Alors vous voyez que 80 et 10, ça ne fait pas 100%. J'ai fait exprès parce que bon, les chiffres sont quand même un tout petit peu flous. En gros, voilà, on va garder ce chiffre de 80% des antibiotiques prescrits en ville. C'est clairement l'endroit où il faut essayer d'améliorer les choses. Quelles sont les causes? On ne va pas les revoir toutes, mais elles sont multiples. La corruption, vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait quand même plein de gens qui venaient dans les hôpitaux pour vous inviter à droite à gauche pour prescrire des molécules. Ça va mieux, mais il ne faut pas quand même qu'on pense qu'on a été blanc-blanc dans ces histoires. Il y a les croyances. Il y a beaucoup de gens qui ont une éducation à la santé qui est tellement pauvre qu'ils pensent vraiment qu'un virus doit être traité par un antibiotique. Il y a des questions de clientélisme. Dans le sud, on a beaucoup de médecins, on n'est pas encore en désert médical, et si vous allez voir un médecin et que vous n'êtes pas satisfait de ce qu'il va vous proposer, un patient peut toujours traverser la rue et aller voir un praticien qui sera un petit peu plus souple. Bon, il y a plein de choses. Dans les pays du Sud, il y a aussi des contrefaçons. On peut aussi acheter les antibiotiques sur Internet. Il y a plein de problèmes qui sont en lien avec cette prescription d'antibiotiques. Et notamment, il y a aussi beaucoup de problèmes en rapport avec les voyages et les migrations. Alors, je donne toujours cet exemple, non pas qu'il ne faut plus voyager, mais
Imaginez-vous, en tant qu'Européen, aller faire un petit tour dans les pays du Sud dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou bien en Chine et en Inde. Eh bien, sachez que vous avez plus de 75% de chance ou de malchance de revenir de votre voyage avec une bactérie multirésistante dans votre flore digestive. Alors, vous allez la perdre sans doute au bout de quelques semaines avec un petit peu de chance, mais clairement, eh bien, vous allez rapporter un souvenir de voyage dont vous n'avez pas véritablement idée. Alors, vous voyez ici, c'est la façon dont les pays prescrivent des antibiotiques, un peu tous les pays en tout cas dont on connaît les chiffres de prescription. Et la France est en 8e place. Alors, il n'y a pas de quoi être très très fier, surtout quand on regarde ce qui se passe par exemple dans les pays d'Europe du Nord qui ont le même niveau de vie que nous. En bleu foncé, c'est les pays qui ont le même niveau de vie que nous, et où on voit qu'en Norvège, en Suède, en Finlande, ils prescrivent au moins 30% de moins d'antibiotiques que nous, 3 fois moins d'antibiotiques que nous. Donc, c'est véritablement un problème de prescription et non pas un problème de qualité de soins. Quelque chose à voir aussi, c'est que les pays en voie de développement, ceux qui sont en train de gagner en espérance, on va dire en niveau de vie, se mettent à être de forts prescripteurs d'antibiotiques et malheureusement, cet accès à l'antibiothérapie qu'on peut voir comme quelque chose de positif est malheureusement un petit peu gâché par l'absence de réglementation et de mesures d'hygiène et d'infrastructures d'hygiène, ce qui fait que malheureusement les antibiotiques amènent à beaucoup de résistance. Et je voudrais dire aussi un tout petit mot sur le tourisme médical, c'est-à-dire qu'en Inde notamment, qui ont une belle infrastructure médicale, il y a une médecine qui est suffisamment attractive pour les pays environnants, notamment moins gâtés sur le plan des infrastructures médicales, que beaucoup de gens vont se faire soigner en Inde, où la qualité, encore une fois, de l'intervention est sûrement irréprochable. Malheureusement, le service après-vente laisse un petit peu à désirer et l'acquisition de bactéries multirésistantes est la règle. Et c'est d'ailleurs comme ça que le premier patient anglais qui était allé se faire soigner en Inde pour, je crois, une prothèse de hanche ou quelque chose comme ça, est revenu en Angleterre avec la première New Delhi métallo-bétalactamase et que a ensemencé un petit peu cette partie du Royaume-Uni où vous savez qu'il y a des rapports avec l'Inde qui sont très proches. Pour terminer sur cette diapo, je voudrais dire un tout petit mot des biocides. Les biocides, c'est tous les désinfectants qu'on utilise. Alors à l'hôpital, c'est logique, il faut se laver les mains, il faut mettre du soluté hydroalcoolique, il faut faire extrêmement attention parce que les patients sont fragiles. Mais en revanche, aujourd'hui, on utilise les biocides à mauvais escient, notamment à son domicile, de la javel, des trucs bactéricides, la publicité vous dit que ça tue 99% des bactéries. Tout ça est totalement inutile et même délétère parce que les bactéries de l'environnement, elles sont plutôt bénéfiques. Donc les biocides sont aussi à l'origine de l'apparition de la résistance bactérienne aux antibiotiques et il faut véritablement s'en méfier hors contexte hospitalier. Alors j'aime bien illustrer mon propos pour dire que cette utilisation des antibiotiques, elle est à voir à l'échelle des systèmes de santé par l'exemple de l'angine, parce que tout le monde connaît l'angine. Donc, vous voyez là une belle photo avec des amygdales que certains qualifieraient d'angine blanche. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de lien entre l'aspect blanc et la cause bactérienne de l'angine. Je vous rappelle qu'une angine, c'est dû à un virus dans 80% des cas, parfois dans 20% des cas à un streptocoque, mais que lui, ce streptocoque, par chance, il est toujours resté très sensible à l'amoxicilline qui est son traitement de référence. Alors la question qu'il faut se poser en tant que médecin, c'est finalement mon patient a une angine, qu'est-ce qu'il risque? Est-ce que je dois le traiter parce qu'il risque quelque chose? Alors moi, quand j'ai appris l'infectiologie il y a pas mal d'années maintenant, eh bien on nous apprenait qu'il pouvait y avoir encore un risque de rhumatisme articulaire aigu, qui est donc une complication des angines à streptocoque mal soignées ou non soignées. Mais aujourd'hui, depuis environ une quinzaine d'années, le Centre de référence européen des streptocoques ne montre plus que le streptocoque est porteur de cette petite protéine M qui lui donne la capacité de donner le rhumatisme articulaire aigu. Donc la réponse est, qu'est-ce que mon patient risque si on ne lui soigne pas une angine? Rien du tout, sauf d'avoir 24 heures de symptômes un petit peu désagréables, ce qui est, je vous l'avoue, pas très cool. Alors, les différents pays, finalement, se conduisent différemment en fonction des angines. En Europe du Nord, dont je vous rappelle qu'ils sont vraiment les bons élèves de l'antibiothérapie chez l'homme,
Eh bien, ils ont décidé, après avoir fait des études, hein, un groupe antibiotique, un groupe non antibiotique, ils ont vu que la différence était simplement les symptômes pendant 24 heures, eh bien, ils ont décidé de ne plus donner d'antibiotiques pour les angines, quelle que soit leur cause. En France, nos recommandations, c'est non, il faut faire un streptotest, hein, c'est-à-dire le petit test dans la gorge que tout médecin généraliste devrait faire à son patient après l'âge de 3 ans pour voir si l'angine est bactérienne ou virale. Malheureusement, vous savez que ces streptotests sont très sous-utilisés et il y a encore au moins 10 millions de prescriptions antibiotiques injustifiées en France pour les angines. Si vous allez en Asie en tant que touriste avec un petit peu d'argent, que vous avez mal à la gorge, vous rentrez dans la pharmacie et là, le pharmacien vous donne sans prescription médicale, parce que c'est vendu over the counter, comme on dit, par-dessus le comptoir, des antibiotiques à très large spectre, de dernière génération, céphalosporine, avec les corticoïdes qui vont bien avec. Malheureusement, si vous êtes un pauvre paysan du coin, vous irez chercher sur le marché une petite pilule qui va être une contrefaçon, sous-dosée ou avec rien. Donc, vous voyez bien que la prise en charge va être totalement différente. Voilà ce qui se passe chez l'homme. Maintenant, on va dire un petit mot de ce qui se passe chez l'animal. Et là, c'est vraiment peut-être une source pour moi de non seulement d'étonnement, mais j'ai envie de dire de colère, puisque finalement, les vétérinaires ont été très futés. Et dans les années 50, donc très peu de temps après la découverte des antibiotiques finalement, ils ont mis en évidence que si on donnait des petites doses d'antibiotiques dans la nourriture des animaux de rente, hein, le bétail, eh bien, ces antibiotiques modifiaient le microbiote de ces animaux, permettaient une meilleure assimilation de la nourriture et grossissaient, gagnaient 2 à 3% de masse grasse, ce qui faisait qu'après, au moment de la vente du troupeau, on gagnait plus d'argent. Eh bien, la Food and Drug Administration a autorisé dès les années 50 l'utilisation des antibiotiques comme additifs alimentaires. Et ce que vous voyez là sur ce camembert, qui est paru dans un article de Science de 2019, donc vous voyez c'est très récent, eh bien c'est cette notion que l'antibiothérapie, la totalité de l'antibiothérapie produite dans le monde, elle est consommée à 70% pour animals non-thérapeutiques, ça veut dire additifs alimentaires, facteurs de croissance. 15% sont utilisés comme pesticides, 9% finalement sont utilisés chez l'homme et 6% chez les animaux à type de traitement. Une fois qu'on a compris ce genre de choses, on s'étonne vraiment relativement peu de l'augmentation de la résistance. Il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui disent que cette résistance et cette consommation chez l'homme chez l'animal des antibiotiques est à l'origine d'au moins 20% de la résistance chez l'homme par le biais de tas de mécanismes dont l'alimentation et l'imprégnation des sols. Sur cette carte notamment, vous voyez l'imprégnation des sols par les antibiotiques et vous pouvez voir qu'il y a effectivement beaucoup d'imprégnation en Europe du Nord, beaucoup dans les pays dont je vous ai parlé tout à l'heure, beaucoup en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, et ça ressemble un peu à la carte qu'on a déjà vue tout à l'heure. Et sur cette petite photo que vous voyez peut-être pas très bien, je voudrais vous montrer que le CDC, donc European Center for Disease Control, c'est-à-dire cet organisme hein, qui vérifie les résistances bactériennes à l'échelle européenne, elle fait des études sur les échantillons de viande européens très régulièrement et qu'elle a montré là entre 2016 et 2019 que dans tous les pays européens, eh bien, il y a dans quasiment, pas tous les échantillons de viande, hein, mais en fonction des pays, une grande quantité de bactéries multirésistantes dans ces échantillons de viande. Donc, je prends l'exemple de l'Italie, par exemple, qui est à côté de nous. Eh bien, 100% des échantillons de viande sont porteurs de bactéries multirésistantes. La France, c'est 50%. La Suède, les pays du Nord, c'est très, très peu. Mais c'est très connu hein, que malheureusement, la viande que nous consommons, ou que certains consomment, est porteuse de bactéries multirésistantes, bêta-lactamase à spectre étendu ou staphylocoque doré résistant à la moticine. Vous savez aussi que les vétérinaires utilisent les mêmes antibiotiques que ceux qu'on utilise chez l'homme, ce qui explique qu'on a de moins en moins d'antibiotiques de réserve.
Alors, bien évidemment qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent un peu et qui se sont dit, mais on ne peut pas continuer comme ça. Et il faut saluer quand même les initiatives françaises et européennes qui se sont saisies de cette problématique et qui se sont dit, il faut absolument faire quelque chose. Il y a donc un plan qui s'appelle Éco-Antibio qui a été écrit par le ministère de la Santé en accord avec le ministère de l'Agriculture, etc. et qui a permis qu'il y ait une grosse diminution de la consommation des antibiotiques dans le milieu de l'élevage. Vous voyez en 2010 en violet, en 2016 en vert, et vous voyez notamment que la France, là, pour le coup, a été un très très bon élève avec une diminution de 46% de l'utilisation des antibiotiques dans le milieu vétérinaire et une interdiction depuis 2006 de les utiliser comme facteur de croissance. Donc, bravo aux vétérinaires qui ont fait un énorme travail. Malheureusement, il y a des endroits, il y a des pays, il y a des continents où ils n'ont pas envie de revenir sur leurs pratiques, parce que si vous voyez les prévisions à l'échelle de 2030 de la consommation d'antibiotiques en Chine, par exemple, dans les élevages, ben vous voyez que la prédiction est véritablement une augmentation en tonnage de l'utilisation de ces antibiotiques, mais aussi aux USA, au Brésil, en Inde, etc. Donc voilà un petit peu ce qui se passe au niveau de la consommation animale. Puis maintenant, on va passer au troisième chapitre, qui est un chapitre qui risque de faire un petit peu de mal aux médecins qui n'ont pas encore entendu parler de ça, mais à chaque fois que j'en discute avec les collègues, j'avoue que c'est quelque chose qui met une claque, hein, parce que finalement, on a toujours l'impression qu'on essaye de faire le maximum, mais il faut un peu regarder à ce qu'on appelle l'impact à long terme ou un petit peu distant de nos actions. Et alors, cette aventure de la découverte de l'antibiothérapie et de l'industrie pharmaceutique, elle date des années 2007 où un chercheur suédois qui s'appelle Joachim Larsson est allé se promener en Inde. Puis alors, il a vu qu'il y avait des rivières, notamment ça, c'est la rivière Musique, une magnifique rivière indienne, enfin qui était magnifique. Elle était recouverte d'une espèce de dépôt mousseux blanc jaunâtre et il a voulu un petit peu savoir ce qu'il en était. Il a donc prélevé des échantillons de l'eau des rivières et il a fait des dosages de plein de médicaments, dont les antibiotiques. Et il a constaté que dans cette rivière Musi, eh bien, il y avait jusqu'à 30 mg par litre de ciprofloxacine, ce qui est un antibiotique à large spectre. Et nous, médecins, quand on veut traiter nos patients, eh bien, on a quelquefois du mal à obtenir 3 mg par litre de sang. Donc, devant cette constatation, eh bien, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites et la constatation, c'est que dans beaucoup de rivières indiennes qui sont en aval des industries du médicament, malheureusement, il y a une énorme concentration d'antibiotiques dans les rivières. Il y a une ONG qui s'appelle Changing Market, dont je vous recommande de lire les revues qui sont tout à fait accessibles sur Internet, qui sont en ligne, et qui ont fait un travail absolument magnifique pour décrire comment en Inde, à Hyderabad, je vais vous montrer sur la carte où c'est maintenant, eh bien, il y a ce qu'on appelle un phénomène de bad médecine, puisque tous les industriels produisent les médicaments dans cette région sans recommandation environnementale, ce qui est à l'origine de dégâts absolument considérables écologiques. Il y a un certain nombre de personnes qui commencent à se sensibiliser là-dessus, mais finalement, c'est que depuis 2018, un article du Monde où on a commencé à parler du rôle des industriels, de l'industrie pharmaceutique dans ce phénomène. Alors, ça a commencé par quoi, cette histoire-là? Ça a commencé par la délocalisation de nos industries. Hein. On revient toujours un peu à la même chose. Dans les années 90, ça coûte cher, la main-d'œuvre, les règles, tout ça. On va dans des endroits où les réglementations sont plus souples, où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Et tous les industriels se sont portés leur dévolu sur une région d'Inde et de Chine. Et vous voyez qu'aujourd'hui, l'Inde est devenue la pharmacie du monde. Tous les fabricants maintenant sont en Inde et en Chine. On a perdu totalement notre savoir-faire local et nos industries locales. Et voilà donc la carte de l'Inde avec la région d'Hyderabad qui est à cet endroit-là. Alors les Indiens, ils font comme les Chinois, c'est-à-dire qu'ils ont des endroits dans leur pays où ils font qu'une industrie particulière. Donc ça, c'est la chimie. Après, vous avez le textile. Après, vous avez l'acier. Après, vous avez tas de trucs. Bon. Malheureusement, tous ces points en rouge, ce sont les endroits où c'est extrêmement pollué. C'est connu depuis des années, mais ça continue.
Et aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que Hyderabad, c'était autrefois la cité des 1000 lacs, justement très intéressante par ses réserves en eau, et qu'aujourd'hui, plus rien ne pousse à Hyderabad. Effectivement, voici l'eau qui sort des canalisations d'un paysan indien qui habite dans cette région. Et donc, les Indiens qui habitent autour de cette région d'Hyderabad ne peuvent plus utiliser l'eau des canalisations ni pour boire, ni pour leur cuisine, leur toilette, quoi que ce soit. Cette eau est totalement polluée. Alors bien évidemment, ça pose un problème. Donc il y a un certain nombre de personnes qui essayent de dire mais non, tout ce que vous racontez, c'est faux. Et donc on sait qu'il y a par exemple des camions comme ça qui transportent de l'eau des effluents des rivières des industries pharmaceutiques pour aller les mettre dans des lacs en amont de ces industries pour aller polluer des lacs en amont afin de dire mais non, vous voyez bien, il y a aussi des rejets et des bactéries multirésistantes et des antibiotiques un peu partout. Il faut savoir que malheureusement, ce sont des pratiques qui sont de plus en plus identifiées. Alors, je vous montre un article qui a été publié en 2017 qui parle de cet environnement pollué à cause des agents antimicrobiens qui sont issus des industries pharmaceutiques, un petit peu dans l'Inde du Sud, et qui explique que quand on fait des dosages des antibiotiques dans les rivières, eh bien, on peut voir jusqu'à 5500 fois la concentration autorisée d'une quinolone, qui est comme la moxifloxacine, extrêmement large spectre, 700 fois celle de ciprofloxacine, 110 fois celle de clarithromycine et 950 000 fois celle d'un antifongique qu'on appelle le fluconazole. Alors, je ne vous fais pas de dessin. Quand vous avez dans un pays où les rivières sont tièdes, ce qui fait en général relativement bon, de grandes concentrations d'antibiotiques et qu'en même temps vous avez une grande concentration de bactéries puisqu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, pas beaucoup d'assainissement des eaux, beaucoup de bactéries, donc de la flore entérique des hommes et des animaux dans les rivières, eh bien il se passe de façon expérimentale, on peut dire, la fabrication de bactéries multirésistantes. C'est vraiment comme ça que ça se passe et c'est ça qui aboutit à la création, dissémination, mondialisation de phénomènes de la multirésistance. Alors, regardez si vous avez envie d'aller vous baigner dans un lac indien, ce que je ne vous conseille pas de faire. Vous voyez dans ce papier qui date de 2014, le nombre de gènes de résistance qu'on peut trouver dans un lac indien. Donc, vous avez plein de gènes de résistance. Alors, on ne va pas les détailler parce que je ne les connais pas de toute façon. Et à l'opposé, vous avez ce qui se passe dans un lac suédois. Alors, plus frais, je suis d'accord, mais nettement plus sûr en termes de contamination bactérienne. Donc, on voit bien qu'il y a en Inde une accumulation de problématiques environnementales. J'ai accès à des antibiotiques, mais je ne sais pas les réguler. Je fais un bétail, je fais une industrie agroalimentaire massive et je donne énormément d'antibiotiques à mon bétail. Et en plus, je fabrique les antibiotiques et je les fabrique de façon totalement inappropriée, ce qui aboutit à la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, avec aujourd'hui un pays dont on dit un continent qu'il est passé dans l'ère post-antibiotique. Ne soyons pas trop rassurés, chez nous ça existe aussi. Donc vous voyez sur ces diapositives qui ont été issues d'un topo que vous pouvez retrouver facilement sur Internet parce qu'aujourd'hui le ministère de l'Environnement le publie tous les ans. Eh bien, vous voyez que chez nous, on a aussi des antibiotiques dans les effluents urbains, dans les effluents hospitaliers. Ça va dans des stations de traitement des eaux. Heureusement, on est quand même mieux équipés, mais elles n'arrivent pas à enlever tous les antibiotiques ni toutes les bactéries. Donc, ça va dans des boues. Mais ces boues, elles vont servir assez régulièrement à faire de l'épandage, c'est-à-dire à alimenter, à nourrir des terres, des agricultures. Donc, on va mettre quand même sur ces terres des choses qui sont plus ou moins contaminées et les résidus vont aller alimenter les nappes phréatiques. Et puis, les industries, les abattoirs vont faire un petit peu le même circuit. Et de plus en plus, on trouve dans nos rivières françaises des antibiotiques dans l'environnement, même si ce n'est pas aux concentrations, puisqu'il se passe en Inde, bien sûr, et on trouve des gènes de résistance aux antibiotiques dans l'environnement. Donc tout ça est en train de progresser relativement rapidement. Et quand on parlait tout à l'heure de cette résistance, eh bien, qu'est-ce que ça fait sur le plan des populations? Ici, vous avez ce qu'on appelle le portage anal des bactéries multirésistantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelquefois, on fait des études
de la flore digestive des gens, on regarde dans leur selles s'ils sont porteurs de bactéries résistantes. Et vous voyez qu'entre les années 2000, où il y en avait vraiment pratiquement pas, et les années 2011, là ça s'est intéressé en 2011, et bien vous voyez que quasiment sur tous les continents, il y a une énorme augmentation, voire une explosion en Asie du Sud de ce portage. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 1 milliard d'individus sur la planète qui hébergent des bactéries résistantes au C3G dans leur flore et que malheureusement, ça a des conséquences. Et notamment, ça a des conséquences en Inde où il y a au moins 70 000 bébés par an qui meurent de diarrhée, la diarrhée du bébé, la diarrhée banale. Sauf que chez eux, il n'y a plus d'antibiotiques qui peuvent fonctionner pour traiter ces enfants. Ça pose un énorme problème qui me paraît un problème éthique dont on pourra rediscuter. Alors, malheureusement, je vous dis, c'est connu depuis très peu d'années, cette histoire-là. Et est-ce que les autorités indiennes en ont saisi toute la mesure et est-ce qu'elles ont envie de faire différemment? Il semblerait qu'en Inde, non, puisqu'il y a un nouveau projet, maintenant que tout est totalement pollué à Hyderabad, eh bien, il va y avoir un autre projet qui va se faire un peu plus loin, Pharma City. On va dire le mot d'ordre, c'est inspection minimum, facilitation maximum. Donc l'idée, c'est qu'il y ait au moins 1500 industriels qui s'installent dans cette région pour fabriquer des antibiotiques avec des normes environnementales qui sont vraiment, encore une fois, extrêmement modérées. En revanche, il semblerait aussi qu'en Chine, alors je prends toujours des précautions oratoires quand je dis ça parce que je ne suis pas allée en Inde, je ne suis pas allée en Chine. Donc ça, c'est des choses qui sont issues de la littérature, mais qui semblent quand même assez cohérentes. Il semblerait quand même que les Chinois prennent plus la mesure maintenant de la pollution, notamment pour leur population, notamment par rapport à la qualité de l'air. Et vous savez peut-être que comme chez eux, il y a une mortalité due à la pollution de l'air qui est catastrophique, 20% de mortalité due à la qualité de l'air, à la pollution de l'air, eh bien ils ont décidé de faire un plan des industriels qui s'appelle un plan Blue Sky. Et donc ils incitent leurs industriels à faire mieux sur le plan des normes environnementales, à faire mieux dans les rejets, qu'ils soient de l'eau, de l'air, etc. Mais comme c'est pas facile de s'adapter, eh bien quelquefois ils ferment des usines qui vont pas assez vite et ça peut être à l'origine des pénuries, notamment des pénuries de médicaments qu'on a connues pendant tout cet environnement Covid et qui font qu'on est particulièrement, nous, fragiles par rapport à la production industrielle des Indiens et des Chinois, parce qu'on a perdu encore une fois le savoir-faire. Voilà, donc peut-être qu'ils vont quand même s'y mettre un petit peu avant nous. Alors je voudrais insister sur quelque chose qu'on ne connaît pas, qui est l'absence totale de transparence de la chaîne de production des antibiotiques dans le monde. Et nous, médecins, on est encore en incapacité de savoir où sont produits, fabriqués nos antibiotiques. Alors on sait vaguement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que les molécules princeps sont fabriquées en Chine et qu'ensuite tout ça est regroupé en Inde pour être conditionné et ensuite exporté. Mais les industriels ne veulent pas dire où ça se passe. Ils n'ont pas envie qu'on aille un petit peu vérifier les conditions dans lesquelles ça se fait. Et il y a ensuite tout un ensemble de sous-traitants, de boîtes, de tas de choses qui font que finalement arrivent sur nos étagères des médicaments dont on ne sait pas véritablement quelle est la provenance et en tout cas dont on est incapable d'avoir la traçabilité précise. Alors ça, c'est effectivement un gros problème. Il y a un vide législatif sur ce process de fabrication qui est en train quand même de remonter aux oreilles des autorités et qui est en train, on l'espère, de se combler, mais pour l'instant, c'est encore le cas. Seulement les autorités, la NSM, etc., sait où sont produits les antibiotiques. Et nous, en tant que prescripteurs, quand on demande aux industriels où ils sont produits, eh bien, soit ils ne nous répondent pas, soit ils nous répondent c'est secret industriel, soit ils changent de conversation. Mais enfin, bon, ils commencent quand même un petit peu à s'y intéresser quand on est vraiment un peu incisif sur ce domaine. Alors c'est vrai, tout ça c'est hyper complexe. On a beau dire c'est scandaleux, d'accord, mais maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Toujours le même Larsson a écrit un papier qui est très difficile à lire. Je ne pense pas qu'on va tous le faire, mais globalement, il essaye de mettre à plat tous les acteurs qui ont un rôle à jouer dans cette histoire de résistance et comment ils sont tous liés, certains par des rapports incitatifs, d'autres des rapports d'antagonisme, et comment c'est effectivement très compliqué d'aboutir à des choses qui peuvent aller dans le bon sens.
Cependant, c'est déjà important de faire un état des lieux, de comprendre comment ça marche et peut-être petit à petit d'arriver à sensibiliser les acteurs sur le fait qu'on n'est pas d'accord, par exemple, en tant que médecin, pour continuer à prescrire des antibiotiques dont on ne sait pas comment ils sont fabriqués. Alors, la mobilisation sur ce sujet, elle est mondiale et globale, mais elle est très, très récente. Figurez-vous que si vous regardez, par exemple, le rapport de l'OMS de 2015 sur la résistance bactérienne aux antibiotiques, vous ne verrez pas un mot sur ce que je viens de vous dire sur l'antibiorésistance due à l'industrie pharmaceutique. Ça vient seulement de remonter de dessous le tapis. Donc, c'est quelque chose d'assez récent en prise en compte. Et finalement, eh bien, ça fait, je vous dis, que depuis quelques années, 4-5 années, que l'ensemble des instances gouvernementales ont quand même pris la mesure du fait qu'il fallait réfléchir en One Health, One World, One Health, et vraiment essayer de penser que l'antibiorésistance était un problème totalement universel et qu'il nécessitait une action coordonnée associant la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Alors là-dedans, on a tous un rôle à jouer, tous. On a effectivement un rôle en tant que médecin, on peut essayer de solliciter les instances au niveau européen et mondial pour réduire les émissions d'antibiotiques industriels. Et là-dedans, nous qui avons encore un niveau de vie riche, on peut s'estimer pays consommateur à revenus élevés, eh bien, on doit réfléchir, est-ce que vraiment notre rôle, c'est toujours essayer d'avoir des médicaments les moins chers possibles? Ou est-ce que peut-être il faut accepter de payer des médicaments un peu plus chers, mais de faire en sorte qu'ils soient mieux produits? C'est la même chose, j'ai envie de dire, dans la réflexion globale aujourd'hui sur consommer moins, mais consommer mieux. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important et se poser comme question. Les institutions publiques, les industriels, ils sont dans une position clé pour initier le changement via des incitations réglementaires, économiques et politiques. Alors, il ne faut pas être naïf, ça va être très, 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 très compliqué. Mais si les gens sont au courant, associations de patients, tous les médecins, vétérinaires, collègues, tout ça, je pense que c'est quand même un mouvement qui peut jaillir de cette prise de conscience. Et donc l'information a un rôle central, l'information dans la transparence, la contrôlabilité, la coopération internationale. Voilà. Et alors là où je suis un peu optimiste, c'est que vient de sortir la nouvelle stratégie nationale de prévention des infections et de l'antibiorésistance. Vous pouvez la consulter sur Internet, c'est accessible à tout le monde. Et on nous a donné, quand je dis nous, c'est-à-dire il faut savoir qu'à Nice et dans le réseau Infectio PACA Est, et aussi avec quelques collègues de Paris, je fais partie du groupe Bon Usage, on a beaucoup insisté sur le fait qu'il nous fallait un axe justement pour essayer de promouvoir cette façon de produire les antibiotiques de façon plus propre. Et on nous a accordé effectivement qu'il y ait cet axe 7 qui est celui de développer une dimension préservation de l'environnement dans les actions de prévention des infections de l'antibiorésistance. Donc maintenant, il faut travailler à ça à bras le corps et essayer de porter ce message pour que les choses changent dans les réglementations et les incitations politiques. En tant que médecin, il y a 3 leviers pour réduire la résistance, mais en tant que citoyen aussi, il y a 3 leviers pour réduire la résistance. Il y a le bon usage des antibiotiques. Bon, le bon usage, c'est-à-dire un petit peu ce qu'on a brossé tout à l'heure sur la première diapo. En tant que citoyen, ne pas réclamer des antibiotiques à son médecin. En tant que patient, prendre les antibiotiques comme il faut, ne pas les jeter à la poubelle, ne pas les garder à la maison pour s'auto-médicamenter, garder finalement en tête qu'il faut choisir des antibiotiques à spectre étroit. Bon, tout ça, c'est assez complexe, mais finalement, en France, on a la chance d'avoir un certain nombre de cadres, de réglementation, de protocoles, de guidelines. Et si on se réfère à tout ça, c'est accessible. Sur Internet, il y a des tas de supports, AntibioClick pour les médecins de ville, AntibioS pour les médecins hospitaliers. Bon, tout ça est quand même assez bien réglementé. Il y a le problème de l'hygiène. Alors là, je crois quand même qu'avec la Covid, on a peut-être fait un petit progrès en tant qu'hygiène des mains. En tout cas, je l'espère,
parce que c'est vrai qu'en France, on est un peu identifié pour pas trop se laver les mains en sortant des toilettes, mais aussi en fait de mettre le masque quand on a une maladie respiratoire. Donc peut-être que ça va nous respecter un petit peu. Donc il y a quand même des choses intéressantes. Et puis je voudrais insister sur la vaccination vis-à-vis de la grippe, vis-à-vis du pneumocoque, qui sont des outils qui permettent de faire moins de surinfection, d'infections virales ou autres, et donc de moins prescrire d'antibiotiques. Donc tous ces leviers-là sont très importants au niveau de nos pratiques quotidiennes de médecin. Un petit mot sur la particularité quand même de PACA par rapport à la prescription des antibiotiques. Alors, on a aujourd'hui des cartes qu'on peut retrouver là aussi facilement sur Internet. Hein, c'est quelque chose qui s'appelle Géode, donc vous avez qu'à taper Géode, bactéries résistantes. Et on voit qu'en France, la région PACA, la Corse, sont malheureusement identifiées pour être des régions avec pas mal de multirésistances bactériennes aux antibiotiques par rapport à la France entière. Alors, on peut se poser un peu la question, pourquoi? Je n'ai pas toutes les réponses parce que ce n'est pas encore bien connu. Il y a quelques pistes. Il y a la piste du fait qu'on a des patients un peu plus âgés que la moyenne française, notamment en PACA. On sait qu'on a 5 années de plus que la moyenne française. Il y a aussi des rapports très étroits, notamment avec l'Italie, puisqu'on est frontalier, avec le Maghreb, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de là. Donc, il y a en fait une communauté qui fait qu'il y a un échange de bactéries multirésistantes, puisqu'on a vu tout à l'heure sur les cartes qu'il y en avait beaucoup plus dans ces régions-là. Et puis, peut-être qu'il y a aussi le fait qu'on consomme beaucoup trop d'antibiotiques, puisqu'en fait, le primum movens, c'est plutôt la consommation d'antibiotiques. On a vu, avant tout, c'est le fait d'en prescrire trop qui facilite la pression de sélection dans le tube digestif. Et on voit effectivement que dans la région sud, on est des gros prescripteurs d'antibiotiques. Un petit peu le nord aussi. Enfin, eux, ils ont quand même des raisons. Ils ont un mauvais temps. Ils ont que l'alcool et la cigarette. Bon, je plaisante. Mais bon, dans le sud, on a, nous, une grosse prescription d'antibiotiques qui est peut-être multifactorielle et peut-être due au fait qu'on a aussi beaucoup de prescripteurs. Là aussi, toutes les raisons ne sont pas encore parfaitement connues, ou peut-être parce qu'on est dans le sud, justement, et qu'on est un petit peu moins rigoureux sur les recommandations classiques. En effet, il y a une étude qui vient de sortir, faite par l'adresse, qui montre que 4 médecins généralistes sur 10 prescrivent des antibiotiques sous la pression de leurs patients. Ils savent, eux, qu'il ne faut pas donner d'antibiotiques, que le patient a une infection virale, que ce n'est pas nécessaire. Mais quand le patient en demande, ils prescrivent des antibiotiques 4 fois sur 10. Alors là aussi, les raisons sont variées. Les médecins généralistes vous disent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps à chaque consultation et que négocier une absence de traitement, c'est compliqué, ça prend beaucoup plus de salive et de temps et que, ma foi, quelquefois, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, on comprend tout ça, mais il y a des outils qui ont été faits par les instances, notamment qu'on peut trouver sur amélie.fr. Et notamment, je voulais vous parler de cette ordonnance de non-prescription. Enfin, moi, je trouve ça absolument génial. Au Canada, ils utilisent beaucoup ça. C'est pour conforter le discours du médecin. Le médecin devant son patient, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de patients qui lisent Internet, qui disent « Non, docteur, je vous assure, moi, je me connais, j'ai lu ça, je veux un antibiotique. » Eh bien, quand vous avez des documents qui expliquent ce qu'on appelle l'histoire naturelle de la maladie, c'est-à-dire « Ah oui, vous avez une bronchite. » Eh bien, la bronchite, vous savez, de toute façon, quoi qu'on fasse, c'est comme le rhume, si je vous donne un antibiotique, ça va durer 7 jours. Si je ne vous traite pas, ça va durer 7 jours. Donc, il n'y a aucune différence. Mais si c'est écrit, c'est un petit peu plus recevable de la part du patient. Donc, ces ordonnances de non-prescription sont très intéressantes. Elles ne sont pas assez connues, pas assez utilisées. Et puis, il y a plein d'autres recommandations. Là, c'est un petit peu plus spécifique ce que je vous dis. C'est peut-être pour les infectiologues qui écoutent. Il y a des recommandations aujourd'hui pour diminuer la durée d'antibiothérapie dans les infections bactériennes courantes. Il y a des protocoles antibiotiques. Il y a des listes sur les antibiotiques critiques. Alors, je ne peux pas malheureusement me passer de faire une petite aparté sur ce qui s'est passé pour la Covid, qui est quand même emblématique de ce qu'il aurait fallu éviter. Ou pour une maladie virale, il y a eu énormément de prescriptions d'un antibiotique qui s'appelle l'azithromycine et qui a été tellement prescrit qu'aujourd'hui, eh bien finalement, il est passé dans ce qu'on appelle les antibiotiques critiques, c'est-à-dire qu'il faudra vraiment avoir de bonnes raisons pour le prescrire. Pourquoi? Parce que cet antibiotique a une durée de vie, ce qu'on appelle une demi-vie, tellement longue dans l'organisme, 3 semaines, que c'est un antibiotique qui favorise beaucoup les résistances bactériennes et on voit de nouveau
augmenter la résistance des pneumocoques aux antibiotiques. Donc, vous voyez, tout ça n'est absolument pas anodin. Quand on prescrit un antibiotique, il faut savoir qu'il y a toujours des conséquences derrière. Il faut donc les prescrire à bon escient. Alors, oui, je n'ai pas mis là-dessus, j'en parle quand même, c'est que sans doute les antibiotiques maintenant vont être prescrits à l'unité, ce qui va sans doute permettre une diminution des petites réserves à la maison et favoriser les choses. Alors ça, c'était un petit peu ce qui se passe en termes de, on va dire, ben voilà, hein, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui se passe, et est-ce que maintenant il y a des solutions techniques, parce qu'on est quand même dans une société très industrielle, avec plein de découvertes, et on se dit, on attend de la technique, qu'elle nous sauve toujours, on se dit, mais on va forcément trouver quelque chose, parce que c'est comme ça que ça se passe. Alors, je ne veux pas gâcher votre bel enthousiasme, hein, mais finalement, les nouveaux antibiotiques, c'est pas sûr. Moi, quand j'étais interne dans les années 82, il y avait des antibiotiques nouveaux qui sortaient plusieurs fois par an parce que tous les mécanismes, toutes les cibles sur lesquelles on peut faire agir des antibiotiques n'étaient pas encore évalués par l'industrie pharmaceutique. Et il y a eu comme ça, dans toutes ces années-là, énormément d'antibiotiques fabriqués. Et puis, on a vu que ça a diminué avec les années, ça diminue, ça diminue, ça diminue pour deux raisons. D'abord parce qu'on a déjà exploré la plupart des cibles enzymatiques sur les bactéries pour que les antibiotiques fassent leur effet. Donc, on a pratiquement, semble-t-il, tout exploré. Et la deuxième raison, c'est que fabriquer un antibiotique, vous l'avez vu au début de mon propos, pour que 5 ans plus tard, il ne marche plus parce que les bactéries deviennent résistantes, eh bien, l'industrie pharmaceutique a fait son calcul et elle a vite compris que ce n'était pas très intéressant, pas très rentable, et donc elle n'a pas très envie d'investir là-dessus. Alors, il y a quelques nouveaux antibiotiques, effectivement, qui sont quand même mis sur le marché, mais ça reste des niches et ça reste des antibiotiques qui ne sont pas très souvent utilisés. Donc, des nouveaux antibiotiques, mystère. Est-ce qu'il y a d'autres approches qui peuvent être intéressantes? Alors, peut-être que vous avez entendu parler des phages. Donc là, je vous ai mis une jolie photo. C'est une bactérie qui est très, on va dire, challengée par des virus spécifiques des bactéries qu'on appelle les phages. Vous voyez, ils ont une très jolie forme, on dirait des petites soucoupes volantes. Et ce sont des virus spécifiques de chaque bactérie. Alors oui, les phages, c'est quelque chose qui a été découvert d'ailleurs juste avant les antibiotiques, dans les années 30, hein, par un Français qui s'appelle Félix Derel. Et puis, ça a été développé, puis c'est passé un petit peu sous le tapis parce que l'industrie pharmaceutique, les antibiotiques, ça paraissait plus intéressant, plus facile. Il y a des pays de l'Est qui ont continué à utiliser les phages et aujourd'hui, il y a de nouveau un regain d'intérêt pour les phages. Ici, au CHU de Nice, hein, Joanne Courgeon, notre PU, notre futur PU, commence à les utiliser pour des infections résistantes, notamment ostéo-articulaires, et il est très axé sur cette thérapeutique. Donc, ça va sûrement être intéressant. Jusqu'à quel point, je ne peux pas vous répondre. Est-ce que ça peut remplacer des antibiotiques? Ça, c'est encore un peu vraiment difficile de dire. Après, il y aura d'autres pistes, peut-être un peu de l'aromathérapie, mais pas trop, parce qu'on est en train de saccager beaucoup de plantes, et moi qui les adore et qui fais de l'aroma, je pense que ce n'est pas une bonne idée de les utiliser largue à main nue. Il y a les probiotiques hein, qui sont aussi intéressants parce qu'ils vont peut-être permettre de rééquilibrer les flores, de traiter des déséquilibres et comme ça d'éliminer un certain nombre de maladies. Le microbiote, hein, vous savez qu'on traite maintenant avec des greffes fécales, notamment pour le Clostridium, pour le portage de bactéries multirésistantes, pour ce qu'on appelle des GVH en hématologie et peut-être demain pour des maladies comme l'obésité ou d'autres. Donc peut-être qu'effectivement, on va utiliser les bactéries sur un autre plan. Je ne vous ai pas tout mis, il y a aussi des peptides antibactériens, mais il semblerait que ce ne soit pas si intéressant que ça. Enfin, bref. Donc les approches thérapeutiques autres sont quand même pas aussi merveilleuses que ce qu'on aimerait. Et je crois que la seule réponse qui vale vraiment le coup de s'y intéresser, parce que c'est là où on sait que ça marche, c'est la prévention et c'est la décroissance de la prescription des antibiotiques. La prévention, parce que sur un organisme sain, les bactéries sont beaucoup moins pathogènes. Je rappelle ce que disait Claude Bernard. Ce qui est important, c'est le terrain, et ce n'est pas la bactérie. Et la décroissance, parce que je vous ai donné l'exemple de ce qui s'est passé avec le pneumocoque en début de mon intervention. Quand on enlève des prescriptions en antibiotiques, les bactéries redeviennent sensibles. Et donc, on est toujours dans cette idée, arrêtons de prescrire des antibiotiques inutiles chez l'homme, surtout chez l'animal,
et dans l'environnement en faisant attention, ce qui permettra de faire réverser la résistance. Et alors là, c'est ma dernière diapo, mais elle est un petit peu, peut-être elle va vous paraître un peu polémique, parce que c'est vraiment la question philosophique. Alors elle est posée par une infectiologue, alors quand même, je pense que je me dédouane un peu, mais il y a un médecin qui s'appelle Marc-André Sellos qui nous montre assez régulièrement cette diapositive, d'après Jean-François Bach. Qu'est-ce qui s'est passé toutes ces dernières années au niveau de notre microbiote, dont on sait aujourd'hui que sa perturbation, la dysbiose, est à l'origine sans doute de toute cette augmentation des maladies chroniques que nous constatons, hein, hypertension, diabète, obésité, etc., cancer, etc. Eh bien, le microbiote, il a considérablement varié, considérablement changé, essentiellement en lien avec, on va dire, deux phénomènes, les antibiotiques et l'alimentation. Alors, je ne vais pas parler de l'alimentation aujourd'hui, mais les antibiotiques sont sans doute parmi ceux qui ont totalement modifié et appauvri notre microbiote. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on se rend bien compte que des enfants qui ont eu beaucoup d'antibiotiques petits développent un risque plus important d'obésité, de maladies chroniques, d'asthme, etc., etc. Et donc, la question que je pose, je vous dis qu'il est un petit peu, peut-être un petit peu agressive ou polémique, c'est tout ce bénéfice des antibiotiques qui ont permis de sauver des tas de vies et des tas d'infections. Est-ce que quelque part, on n'est pas en train d'en payer aussi les conséquences sur les maladies chroniques? C'est une question, elle est ouverte, je pense qu'elle mérite le débat et en tout cas, clairement, elle mérite de nous interroger sur notre surconsommation d'antibiotiques. Voilà, donc finalement, pour terminer ce topo, je voulais vraiment insister auprès de vous pour dire qu'on est dans un phénomène de santé globale, de One Health, d'interdépendance. Et pour reprendre une phrase de Ben Ki-moon au l'ONU, dans son discours inaugural du conseil d'administration, il a dit « L'humanité doit faire face à deux défis, le réchauffement climatique et la résistance bactérienne aux antibiotiques ». Et vous voyez bien en fait que ces deux phénomènes sont intimement liés. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe au niveau de la résistance? C'est plutôt notre façon d'utiliser des outils qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette problématique extrêmement paradoxale d'outils qui auraient pu être merveilleusement actifs et qu'on dévoie et qui, de ce fait-là, le deviennent de moins en moins avec une pollution de plus en plus présente. Donc les antibiotiques sont précieux, utilisez-les mieux dans un contexte d'une seule santé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'aimerais bien répondre à des tas de questions. Oui, mais d'abord, merci beaucoup. C'était extrêmement pédagogique. Passionnant, passionnant, c'est passionnant. Je pense que tout le monde va le dire. Mais j'espère qu'il y a des questions vraiment qui nous ouvrent les yeux. Merci beaucoup. Voilà, dites-moi, moi je trouve que c'est un sujet aussi, quand j'ai compris ça, j'étais un peu déprimée en fait pendant quelques temps, même franchement déprimée. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on puisse être à l'origine de ce genre de choses en tant que soignant, c'est pas possible. Mais malheureusement, la réalité de la vie, c'est ça. Il faut vraiment ouvrir les yeux et avoir une vision très globale pour se rendre compte des conséquences de quelquefois de ce qu'on fait avec beaucoup de, voilà, sans s'en douter. Mais ce qui est étonnant, que 4 médecins sur 10 sur l'insistance sur leurs patients, ce qui est étonnant, c'est que quand on parle avec les médecins installés en ville, on a pris un peu de tout ce phénomène. Voilà, est-ce qu'il y a des formations peut-être? Est-ce qu'il y a un besoin de formation également au niveau des médecins de ville? Moi, j'ai envie de dire qu'il y a un niveau de refonte de notre système de santé, hein, parce que notre système de santé, il n'est pas fait pour que les médecins de ville puissent avoir le temps d'expliquer aux patients ce qui se passe. Mais je crois qu'on a un bon système de santé à l'hôpital, mais pas en ville. Pardon, excuse-moi, mais je ne suis pas sûre qu'ils soient eux-mêmes persuadés que c'est inutile de prescrire des antibiotiques. Donc, effectivement, peut-être ça date des années de formation où on l'avait pas, où l'information n'était pas transmise et que les médecins les plus anciens ne sont pas forcément conscients de ça. Je vois qu'il y a une question de Patricia Sarro, médecin santé publique à la ville. Bonjour à tous, bonjour et merci, un grand merci Véronique, c'est toujours aussi clair et passionnant.
Tu nous sors de notre zone de confort. Moi, j'avais une question sur les antibiotiques, c'est pas automatique. Cette fameuse campagne de la Sécu, qui était la première campagne quand même très moderne en fait, hein, de la CEPAM, est-ce que dans les chiffres, parce que ça date d'il y a un certain temps déjà, est-ce que on a pu remarquer un effet de cette campagne? Ah, totalement. Tu dis un effet à la fois quantitatif, moins 15% de prescription, surtout chez les enfants, et un effet qualitatif, puisque les pneumocoques sont redevenus sensibles. Alors, pour ce côté-là, il faut quand même aussi savoir que les vaccins pneumocoques sont arrivés à peu près au même moment. Donc, il y a eu une conjonction sans doute de l'effet de la vaccination et de l'effet de la réduction de la prescription. Mais oui, tout à fait, ces campagnes vraiment ont un impact positif. Ce qu'il y a, c'est que ce miracle du slogan parfait a du mal à se reproduire, parce que voilà, celui-là, il était vraiment top. Et depuis, on n'a pas trouvé aussi bien. Donc, remuez-vous un peu le cerveau, essayez d'en trouver un, parce que je pense que ce serait intéressant. Mais je voulais juste rebondir aussi sur ce qu'a dit Colette tout à l'heure, parce que tu as raison, Colette. Hein. Moi, quand j'ai appris les antibiotiques et ma génération de médecins, on nous a beaucoup appris qu'il fallait couvrir un patient par les antibiotiques. Le patient fragile, on va le couvrir parce qu'on avait la notion qu'on protégeait nos patients par antibiotiques. Et en fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte que non seulement on ne les protégeait pas, mais qu'en fait, on les rendait encore plus fragiles puisqu'on permettait chez eux l'acquisition de bactéries multirésistantes. Mais ça, dans la génération de médecins qui ont mon âge, effectivement, c'est encore, on va dire, une façon de parler qu'on entend souvent. Voilà. Et pour faire marche arrière, c'est pas facile. Et j'aimerais bien que cette diapo là, sur le microbiote fasse vraiment comprendre comment l'écologie de notre corps est le meilleur agent de notre bonne évolution. En fait. Véronique, Martine Grimati. Oui, Martine. D'accord, écoute, bravo. C'est vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, cette présentation en 3 volets, hein, l'industrie pharmaceutique, la prescription médicale et puis l'attitude des patients, dont nous faisons tous partie, et puis le problème de l'industrie de l'élevage, en fait, hein, qui a été un énorme pourvoyeur d'antibiorésistance finalement. Donc bravo. Je voudrais juste faire une remarque aussi à propos de ce que tu as souligné, c'est-à-dire qu'on a perdu la main sur la fabrication des médicaments parce que on a eu toute et c'est encore une culture, ce qui n'est pas cher, c'est vertueux. On l'a eu pour l'alimentation, hein, moins on dépense pour l'alimentation, hein, c'était même souvent les publicités de grandes enseignes. Nous, on n'est pas cher, donc on a l'impression qu'on était vertueux. Et on a voulu faire, en particulier avec les génériques, on a cru faire beaucoup d'économies et ça a été un choix peut-être avec du bon, mais aussi peut-être des effets délétères. Alors maintenant, une question. Je voudrais que tu nous partages, je sais que tu as fait beaucoup de travaux à propos des infections urinaires, qui est une pathologie pour laquelle qui est quand même très fréquente, qui touche essentiellement la femme, mais aussi peut-être les enfants, et qui était énormément pourvoyeuse, je dirais, de prescriptions d'antibiotiques. Alors, tu pourrais certainement, enfin, je la connais un peu, ta pratique, mais nous partager ta pratique de médecine intégrative. Maintenant, tu as du recul. Est-ce que tu as pu, bien sûr, toi, dans ta pratique, diminuer la prescription d'antibiotiques? Et est-ce que tu as prodigué des enseignements pour les médecins généralistes, hein, les gynécologues, proposant d'autres outils afin de diminuer les antibiotiques dans cette affection si commune? Merci, Véronique. Oui, merci Martine. Oui, c'est vrai que la prescription d'antibiotiques dans le domaine urinaire, en fait, c'est la deuxième cause de mésusage antibiotique. Ça paraît un peu curieux parce qu'il y a assez souvent une analyse d'urine. On pourrait se dire, on peut plus facilement choisir le bon traitement, mais en fait, pas du tout. Il y a tellement de choix sur l'antibiogramme, il y a des rendus qui sont complexes et donc au final, les médecins prescrivent souvent trop d'antibiotiques. Alors là aussi, je voulais revenir un peu aux pays du Nord qui nous ouvrent souvent la voie sur des façons de faire un peu différentes. Et dans ces pays-là, la cystite, hein, puisque c'est quand même essentiellement ça, le gros de l'infection urinaire de la femme, il y a vraiment des aides pour qu'elle soit traitée soit sans antibiotiques, anti-adhérentiels, il y a des conseils sur les cures de diurèse, etc., soit en facilitant la vie des femmes, c'est-à-dire
je ne vais pas voir mon médecin, je ne vais pas demander une analyse d'urine, je ne vais pas attendre le résultat, je ne vais pas ensuite aller à la pharmacie. Il y a tout un système qui les autonomise. Moi, ce que j'essaye toujours de faire dans mes consultations, c'est de bien leur raconter à quoi c'est dû, donc de chercher toutes ces causes qui sont souvent des problèmes aussi de l'enfance, de l'hygiène, trop d'hygiène, hein, plutôt que pas assez d'hygiène. On se décape à fond et les bactéries, du coup, elles accrochent encore plus. Des problèmes de boisson, des problèmes gynéco, des problèmes comme tu l'as dit. Mais après, ce que j'aime, c'est autonomiser les femmes qui sont capables de se traiter toutes seules et qui n'ont pas besoin de circuits hallucinants qui font qu'elles souffrent pendant des jours et des jours avant d'avoir une réponse à la cystite. Mais assez souvent, comme tu le dis, je prescris des antiadhérentiels, des tisanes, des choses qui font partie de la nutrition. Je sais que tu es une grande experte aussi de la nutrition, pas trop inflammatoire, voilà. Et puis, tout ce que j'appelle les thérapies psychocorporelles, parce que les cystites récidivantes, c'est très anxiogène, c'est douloureux. Il y a des femmes qui sont vraiment impactées par ça. Et bon, dans la petite étude que j'ai faite sur l'hypnose, que je fais de l'hypnose dans ce cadre-là pour certaines patientes, eh bien, c'est vrai que de l'hypnose leur a permis pour certaines d'entre elles de ne plus faire de cystite, tout simplement parce qu'elles n'avaient plus d'angoisse et plus de douleur. Et donc, de ce fait-là, leur système immunitaire a sûrement trouvé en elles des ressources pour beaucoup moins faire d'épisodes infectieux. Donc voilà, j'aime beaucoup, effectivement, pour moi, la cystite, c'est l'emblème de la médecine intégrative où on peut travailler sur toutes les causes, toutes les particularités de la femme. C'est une médecine vraiment particulière d'une patiente avec ses causes et ses solutions à elle. Et il faut en faire quelque chose de simple et quelque chose qui ne soit pas en tout cas angoissant. Voilà. Mais je te remercie parce que c'est vraiment un domaine dans lequel ça s'adapte particulièrement et on peut de ce fait-là réduire la prescription d'antibiotiques ou utiliser des antibiotiques, enfin je les appelle un peu à mauvais escient écologiques, mais disons en tout cas moins pires que les autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais juste reprendre le problème de la couverture antibiotique. J'imagine que quand même les couvertures antibiotiques lors de certaines interventions sont justifiées. Par exemple, les extractions dentaires. Oui. Alors ça, c'est l'antibioprophylaxie. Oui. L'antibioprophylaxie, elle est bien cadrée par des recommandations de la Société française d'antibio, justement, des anesthésistes réanimateurs, à la SFAR, en lien avec nos sociétés savantes. Mais là où tu as raison, Colette, c'est que ces protocoles d'antibioprophylaxie, ils ont considérablement évolué au fil du temps. Et si les chirurgiens de France et de Navarre les suivaient, il y aurait beaucoup moins de prescriptions antibiotiques dans le cadre d'interventions chirurgicales. Je te donne juste un exemple. Maintenant, pour les prothèses de hanche, par exemple, faire une dose unique d'antibioprophylaxie, c'est validé. Et pourtant, il y a des gens qui continuent à faire 24, j'espère pas 48 heures, mais peut-être 48 heures. Et de la même façon, avant une prothèse de genou, par exemple, il y a encore des chirurgiens qui demandent une analyse d'urine à leurs patientes, alors que c'est non recommandé depuis 2013. Et que de ce fait-là, quand on fait une analyse d'urine et qu'on tombe par hasard sur la colonisation avant la chirurgie, il y en a qui disent qu'il faut traiter, alors que les bactéries qui donnent les infections urinaires ne sont pas les bactéries qui surinfectent les prothèses. Donc tu vois, il y a tout un ensemble de choses qui font que cette antibioprophylaxie, elle est à utiliser à sa juste place. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est peut-être encore différent de ce qu'on dira demain. On va vraiment de plus en plus vers la réduction des durées et la réduction des doses. Mais pour que tiens, parce que je suis contente, parce qu'il y a Valérie, je crois, je voyais tout à l'heure Valérie Puy-Ségur qui était là, en dentaire. Merci de la relation, de la transition. Eh bien, les dentistes représentent, on l'a vu tout à l'heure avec Bactérie, enfin il y a 2-3 jours, 12% de la prescription des antibiotiques en ville, c'est-à-dire ce sont les deuxièmes prescripteurs avant les pédiatres, les spécialistes, etc. Et il y a sans doute, on est en train de faire un travail justement avec Valérie, Isabelle, il y a sans doute quand même des surprescriptions antibiotiques dans le domaine dentaire, non seulement en quantité, mais aussi en qualité, où il faut aujourd'hui resserrer le spectre et donner essentiellement des spectres étroits, etc. Donc tout ça, c'est sur des recommandations. D'ailleurs, sur intranet, les guides sont sur intranet, on les a mis il n'y a pas très longtemps en dentaire, c'est vrai, mais ils sont maintenant sur intranet. Et donc, tous les médecins peuvent s'y référer pour avoir les recommandations et l'état de l'art concernant l'antibioprophylaxie et l'antibiodentaire. Et notamment, l'extraction, ce n'est pas nécessaire. Moi qui viens d'avoir des implants, ce n'est pas nécessaire.
Voilà. Et là aussi, l'hypnose peut faire des miracles, hein. C'est vraiment quelque chose d'intéressant que Valérie peut aussi vous recommander. Ça permet des suites opératoires beaucoup plus simples, non hémorragiques, non douloureuses et avec lesquelles on ne prend pas de médicaments. Le top du top. Véronique, je voudrais… Ah, pardon, il y a quelqu'un d'autre, Béatrice, qui voulait parler. Il y avait une question. Oui, Béatrice. Moi, je voulais dire juste un petit mot. Merci, évidemment, c'est toujours passionnant et très bien présenté. En même temps, c'est un petit peu anxiogène tout ça. Et si on fait le lien avec la médecine intégrative, et comme tu l'as dit au début, on vit avec ces bactéries partout dans notre corps. Donc, on va devoir peut-être être incité à encore plus coopérer avec elles, hein, puisque c'est que c'est une stratégie gagnant-gagnant. Donc, tu as dit pour l'alimentation, on sait que mâcher, c'est l'élément le plus important pour justement amener les bonnes ressources à nos bonnes bactéries intestinales. Enfin, il y a beaucoup d'éducation à faire là-dedans et qu'il va falloir sûrement développer vu tout ce que tu nous annonces. Et puis, moi, je voulais juste faire un témoignage en pédiatrie. Il y a aussi énormément d'éducation à faire parce que moi, je vois quand je dis aux patients, bah, écoutez, voilà, il y a des petits ganglions, il doit y avoir un virus. Tout de suite, les parents me disent « Ah, alors on met des antibiotiques ». Non, non, on ne met pas d'antibiotiques. Mais peut-être qu'il faudrait imaginer des petits spots, enfin, tu vois, un petit peu plus fréquents pour sensibiliser les parents et pour soulager effectivement le rôle des médecins là-dessus, sur voilà, comment dire, l'éducation des parents, par exemple. Là, je parle de la pédiatrie sur le fait que c'est pas automatique de donner des antibiotiques. Mais voilà, je pense que en tout cas, développer nos propres défenses, nos propres ressources, ça va être visiblement un point important dans l'avenir. Ouais. Alors, tu soulèves un point qui est fondamental, hein, qui est celui de l'éducation à la santé en France, qui n'est pas reconnu comme étant extrêmement performant. Mais il y a quand même des outils. Je ne sais pas si vous connaissez le site internet qui s'appelle eBug, E-BUG, eBug. Et donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez consulter dans les écoles et dans les collèges et dans les lycées. C'est un matériel que les professeurs peuvent utiliser pour apprendre aux élèves la différence entre virus, bactéries, la résistance, comment il faut faire. Et c'est un outil qui a beaucoup de succès. Il faut savoir que c'est Nice qui pilote la représentation française de eBug. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et puis, enfin, je pense que Nice est vraiment à l'honneur dans cette histoire, hein, parce qu'il faut aussi savoir que maintenant, c'est Céline Pulcini. Vous la connaissez peut-être pas de nom, mais c'est une jeune femme qui a été formée à Nice et qui est maintenant au ministère de la Santé comme représentante justement des travaux sur l'antibiorésistance, qui est extrêmement brillante et performante. Et elle a justement en tête, là, elle nous a montré il y a quelques jours, toute cette campagne qu'elle veut faire auprès des jeunes, auprès des parents, auprès des institutions, avec des spots publicitaires, avec des réseaux sociaux, avec des tas d'outils qui sont aujourd'hui encore trop peu utilisés pour ce genre de message sanitaire. Et donc, j'espère beaucoup que grâce à Céline, on va pouvoir avoir une véritable augmentation du niveau d'éducation à la santé des citoyens. Parce que ça passe par là, tu as raison. Yeah. Peut-être Véronique, il y avait une question dans le chat. C'était une question qui concernait ton avis sur le fait de faire un ECBI post-intervention. Alors, merci pour la question. Ça, c'est un vrai cheval de bataille qu'on a avec beaucoup d'urologues. Les analyses d'urine ne doivent se faire que quand on a des symptômes. Il n'est plus recommandé de faire des analyses quand on va bien, jamais, sauf quand on est enceinte. Là, il y a une surveillance systématique pendant la grossesse. À partir du 4e mois, on surveille les urines parce que l'utérus comprimant les voies urinaires, il faut bien évidemment être attentif à ce qui se passe. Et si vous avez une intervention urologique qui est prévue, c'est-à-dire si l'urologue doit vous faire un cathétérisme urinaire, un geste urologique, là, il faut arriver à l'intervention avec des urines stériles. Mais après, une fois que l'intervention est faite, quand vous allez bien, jamais de CBU post-opératoire.
Merci. Merci aussi à l'adresse de eBug. Ouais, il y a une petite question de Martine. Vas-y, Oui, Martine. Véronique, c'est une question à propos des biocides. Oui. J'ai un écho. Biocides, je pense en particulier aux produits d'entretien qui sont utilisés dans les lieux qui reçoivent de la petite enfance ou même dans les lieux de néonatologie, etc., où on a ce souci d'éliminer les bactéries pour éviter justement les contaminations maternelles quand on est en maternité ou de l'enfant. Et on s'est aperçu que ces biocides, alors sortons du cadre de la pathologie, on va aller plutôt dans les crèches ou tout simplement les écoles primaires. On s'est aperçu que ces biocides, en fait, qui sont nécessaires pour lutter contre éventuellement les bactéries, sont également des perturbateurs endocriniens qui ont ensuite un effet rémanent parce qu'ils sont souvent volatiles et ils persistent dans l'atmosphère de classes ou de crèches qui ne sont pas toujours suffisamment aérées. Donc, je sais que on a tout un programme, une charte perturbateurs endocriniens dans la ville de Nice, avec en particulier maintenant des crèches qui sont engagées dans l'écolabellisation. Mais est-ce qu'il y a des travaux, si tu veux, est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce qu'on va vers le remplacement de ces biocides qui sont certes antibactériens, mais perturbateurs endocriniens? Est-ce qu'il y a une recherche dans ce sens-là? Je sais, mais est-ce que tu as des éléments que tu pourrais nous partager? Oui. Alors, ta question est vraiment, je pense que c'est vraiment passionnant parce que c'est un peu l'avenir, mais on ne connaît pas bien les biocides. Et là encore, figurez-vous que le CHU de Nice vient d'accueillir en son sein Philippe Carinco, qui est le pape du biocide. Il a effectivement énormément publié, il connaît très très bien ça, donc peut-être que Colette pourrait faire une séance dédiée au biocide avec Philippe Carinco parce que ça donnerait énormément d'informations à tout le monde. Alors moi, je suis incapable de te dire vraiment ce qu'il faut faire, mais clairement, je pense que les gens sont coincés entre des réglementations qui ont été édictées à un moment ou à un autre et la réalité qui est aujourd'hui qu'on se rend compte qu'à force d'éliminer les bactéries, eh bien, comme on a dit, le microbiote est en dysbiose, les enfants sont de plus en plus, on va dire, en surhygiène et peuvent développer plus facilement d'autres pathologies asthmatiques, allergiques, auto-immunes, etc. L'équilibre est vraisemblablement quelque chose qu'il faudra trouver dans quelques années entre cette trop grande consommation et puis le retour à quelque chose de plus physiologique. Donc moi aujourd'hui, je peux simplement te dire ça. Déjà, essayons dans nos domiciles privés d'arrêter d'utiliser des biocides parce qu'on n'en a pas du tout besoin, que les bactéries de l'environnement, c'est comme le microbiote environnemental, si vous voulez, considérez-les comme quelque chose qui fait partie de la vie. Et d'ailleurs, antibiotique, ça veut dire anti-vie, c'est horrible. Biocide, ça veut dire qu'on tue la vie. Donc, il faut vraiment considérer que toutes ces bactéries font partie de notre environnement et qu'on aurait plutôt intérêt à être un tout petit peu moins à cheval sur leur existence autour de nous. Mais je n'ai pas de réponse très claire à te proposer pour les crèches ou des choses comme ça. Un travail à faire ensemble. Merci de ta réponse. Merci beaucoup. Merci Véronique. C'est une bonne suggestion. J'essaierai d'inviter Nico s'il est spécialisé dans ce domaine et c'est un domaine qu'on connaît moins. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, je vois que quelqu'un lève la main, je crois, mais j'ai oublié aussi de dire que cette intervention passionnante est filmée donc depuis le début et donc que nous allons la diffuser, si Véronique est d'accord, sur le site de la CIP et que ce serait vraiment super important si on la partage et si je pense qu'il y a beaucoup d'informations très utiles à beaucoup de personnes autour de nous. Est-ce qu'il y a encore une question? On peut en prendre une dernière, peut-être? Je vois quelqu'un qui lève la main, mais je ne sais pas qui c'est, en fait. Béatrice, peut-être qui n'a pas baissé la main. Ah, c'était Béatrice. Ah oui, c'est juste que je n'ai pas baissé. Ah, tu n'as pas baissé la main. OK. OK, on baisse la main. Et si tu veux conclure, Véronique, pour la cible, donc on se retrouve le 7, vous aurez un mail bientôt. Et pour le thème d'aujourd'hui qui était particulièrement passionnant, je te laisse la parole pour conclure.
Écoute, déjà, vous remercier hein, d'être là et puis d'avoir été intéressé par ce sujet qui, encore une fois, je pense, est fondamental. Et puis vraiment le recadrer dans ce côté une seule santé. Je crois que toutes les personnes qui sont là sont bien persuadées de l'importance de ce concept d'une seule santé. Et puis, pour refaire le lien avec l'Overshoot Day dont je parlais tout à l'heure, finalement, l'industrie pharmaceutique, alors, qu'on ne se méprenne pas, hein, moi, dans ma spécialité, qui est une des rares spécialités où on guérit les gens quand même, il faut le dire, hein, parce que c'est vrai que les antibiotiques, les antiviraux, les traitements pour l'hépatite C, tout ça, ça a miraculé vraiment des millions d'individus. Donc, mon propos n'est absolument pas de dire que les médicaments sont diaboliques. Mon propos est de dire qu'on est dans une société où on en utilise beaucoup trop, où on a une espèce de schéma symptômes, réponses médicamenteuses dont il faut absolument s'extraire, parce que l'industrie pharmaceutique, outre la pollution, elle est aussi génératrice d'énormément de gaz à effet de serre. Et là, on revient à l'Overshoot Day. Je crois que, oui, je voudrais quand même vous citer ces travaux de Jean Covici que je trouve absolument géniaux, c'est The Shift Project. Et donc, je vous donnerai peut-être le lien. Il a écrit quelque chose sur comment décarboner la santé, comment faire en sorte que nous, soignants, nous ne soyons pas trop à l'origine de gaz à effet de serre. Et il faut se poser des questions parce que c'est surtout les médicaments qui sont à l'origine de ces gaz à effet de serre. Donc moi, je suis pour plus d'humains, moins de médicaments, plus de prévention et moins de traitement. Et voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronique. Bravo. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci pour cette réunion. Au revoir. Merci. Au revoir. Véronique, on garde l'idée de cette vidéo à présenter chez nous en septembre. Hein, c'est lancé. Hein. Oui, c'est ce que je pensais, un truc un peu comme ça, tu vois. Et moi, je vais, si c'est possible,